Globy FM. Et salut et bienvenue sur Globy FM, et je suis avec Eric. Bonsoir Maxime. Et avec moi-même, et nous ne sommes que deux, encore une fois. Quelle pauvreté de Globy FM aujourd'hui. Et oui, on n'a pas eu assez d'argent pour payer Kevin, Victor, Captain JD et les autres, ceux qui ne sont pas encore là. Du coup, la semaine dernière il n'y en a pas eu parce qu'on faisait un concours de vidéos que vous verrez sans doute ou que vous avez déjà vu, je ne sais pas. Donc c'était un concours en 24 heures, faire une vidéo. Du coup on n'a pas eu le temps d'organiser les trucs parce que moi j'ai dû prendre l'avance. Ensuite Eric est venu, enfin c'était compliqué. Mais c'était chouette. C'était très vraiment cool, très, très bien ça. et on s'est bien amusé. J'espère que ce court-métrage vous plaira. Parce qu'en tout cas, il nous a procuré beaucoup de plaisir. Et il s'appelle Unlimited Vinyl. Du coup, eh bien le sujet d'aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui est donc Star Wars, série de merde ou pas ? Oui. Eh bien oui. Eh bien bonne nuit. Bonne nuit, au revoir. On se serre le main. On se serre le main. On se serre le main. J'avais le petit doigt comme ça en fait. Ah mon dieu. Plié à l'intérieur vers la paume, c'est horrible. C'est une douleur incommensurable. Du coup, Star Wars, est-ce que finalement ce sont des bons films ? Est-ce que finalement c'est un bon univers ? Est-ce que finalement... Ça dépend de quoi on parle. Eh bien justement. Mais alors, parlons-en. Mais ça tombe bien, on a un micro, on est deux, on peut en parler. Et vous pouvez en parler avec nous évidemment. Donc déjà moi, on va diviser Star Wars en plusieurs choses. Déjà, il y a les 3 premiers épisodes, mais même pire, je dirais qu'il y a le premier épisode et les deux suivants. Mmh. Ensuite, il y a la prélogie, et on va la considérer. Étendu. Ensuite, il y a l'univers étendu dans le jeu vidéo, l'univers étendu dans les livres et BD, l'univers étendu dans les séries et l'univers étendu dans le prochain Star Wars, tous les goodies, etc. Et les jeux de cartes, les jeux de machin, et ensuite évidemment le prochain Star Wars. Donc vous avez beaucoup de choses. Donc déjà on va commencer par parler par la base, c'est-à-dire Star Wars Un Nouvel Espoir, épisode 4, donc qui sort en 77, si je ne me trompe pas. En 77, ouais. Et qui est un film de science-fiction correct. Alors déjà, je précise, j'ai vu les versions des Specialized. Donc ils sont des versions qui n'ont pas les effets spéciaux et qui sont la même version qui est sortie en 77. Et non pas celle que tout le monde connaît, qui sont donc la version des années 90. Avec les cassettes et voilà. tout et ça. Ensuite, ceux que éventuellement vous pouvez acheter à l'heure actuelle, qui sont donc la version Blu-ray, qui est encore une évolution. Enfin voilà, il y a au moins 6 ou 7 versions. Et disons-le tout de suite, Maxime, la version Blu-ray est vraiment ta préférée. Ouais, c'est vraiment de la merde. Déjà, les couleurs sont à chier, enfin bref. Dans cette version-là, du coup, il n'y a pas les effets spéciaux qui ont été rajoutés par la suite. Il n'y a pas cette touche, en fait, prélogie. Ouais, et c'est vrai que ça salit le truc. Hein. Et les films sont sympas, du coup. Et Han Solo tire en premier. Alors, moi, je trouve que cet épisode 4... il prend des pincettes en me regardant, mais sans prendre des pincettes. Il est super surévalué, quoi. Franchement, pour l'époque, un film de SF comme ça, il y en avait. Est-ce que tu veux parler d'un film de SF que tu aimes beaucoup, par exemple ? Je ne sais pas. Non c'est vrai, il n'y en a pas d'autres. Alors, donc... c'est vrai que 9 ans avant, il y avait eu 2001 qui explosait tout, et quand on regarde Star Wars, à côté, ça fait un peu cheap. Mais à côté, il y a eu des trucs genre Star Crasher, etc. Oui, je suis d'accord. Mais il y a des trucs genre Star Crasher, etc. Machin, des trucs qui n'ont pas eu cette dimension-là. Et donc ça, je le reconnais, c'est que même si c'est pas un très bon film de SF, il a une dimension épique que très peu d'autres films ont fait, en fait, en SF. Et à l'époque. Et le truc, c'est que, bon... pourquoi bonne SF, mauvaise SF ? Pour moi, la bonne SF, c'est de la SF qui apporte quelque chose, et pas quelque chose qui emprunte à énormément de choses sans rien ajouter. Et je trouve que Star Wars, c'est le problème, c'est qu'ils empruntent à énormément de choses, dans le 4, sans rien ajouter. Chose qui est corrigée. Déferlante de commentaires négatifs, plein de pouces rouges pour cette vidéo de merde. Et le truc, c'est que... pour moi, voilà, on arrive dans la scène du bar, tout de suite il y a un diable, il y a un mec, c'est juste des poils, il y en a un autre, c'est... Tu veux dire des stéréotypes ? Voilà, et puis tous ils sont différents, je veux dire, c'est une salle, il y a 20 personnes, il y a 20 espèces différentes. T'imagines ? Je veux dire, même nous, tu vas dans un bar, sincèrement, sur Terre, n'importe quel bar, il va pas y avoir une représentation parfaite de toutes les ethnies qu'il y a dans le monde. Tu veux dire, tu regrettes un peu ces raccourcis et ces facilités par rapport à la richesse qu'il pourrait y avoir, sachant que, en étant à la fois simple. C'est de la fausse richesse, en fait. Par exemple, je prends l'exemple de Star Trek, le nombre de races dans Star Trek est relativement limité. Et l'intérêt, c'est que du coup, chaque race a une histoire et est logique.
Et de temps en temps, t'as des races qui sont un peu n'importe nawak. Mais ce que j'aime bien, c'est que voilà, on voit des races, on comprend qui c'est, etc. Pareil dans Stargate. Bon, après, je dis pas que Stargate et Star Trek sont des exemples non plus de la SF parfaits, mais au moins, je trouve qu'il y a plus de défense. Ensuite, l'histoire est exactement la même que dans la... Oh, tu vas me repartir Forteresse parler interdite. encore de la forteresse interdite. Voilà. Oui, bah, même sans reparler de la forteresse interdite, c'est vrai que c'est une trame scénaristique qui est tout à fait, on va dire, sans être négative, qui est tout à fait neutre. Oui. C'est-à-dire, en gros, voilà, un événement se produit dans la vie, dans le quotidien d'un héros qui va prendre la mesure de son destin, qui va tenter de l'accomplir. Ah oui, après, si tu parles du cycle du héros, entre guillemets, machin, oui, c'est cycle du héros. C'est clairement. Bah, c'est l'exemple même de ça. Mais après, il y a quand même des personnages qui sont super cool dès l'épisode 4. Par exemple, Obi-Wan Kenobi est très fort. T'as Dark Vador, forcément, qui est excellent. T'as, comment il s'appelle, même Grand Moff Tarkin est excellent. Grand Moff Tarkin, pardon. Han Solo qui est cool, Chewbacca malgré tout qui est quand même ouf. C'est drôle parce qu'en fait on discutait avec un copain, on joue au jeu Star Wars et en fait plusieurs personnages sont représentés dedans, donc tout le monde, enfin la plupart de ceux qui connaissent Star Wars connaissent le grand Moff Tarkin, et en fait il y a aussi plusieurs autres amiraux connus. Amiraux ou amiral? Amiraux. Donc il y a en fait celui qui tient tête à Dark Vador, donc, qui lui dit cessez de brandir votre vieille baguette de magicien. Et en fait cet homme là donc s'appelle Motti, et il y a deux prénoms qui s'appellent Antonio et Conan. Antonio Conan Motti. C'est drôle, c'est rigolo, c'est moche, mais c'était fun. Et il y en a plusieurs autres normalement, de grandes meufs, parce que t'as les grands c'est par galaxie, non c'est par des secteurs en fait. Ouais, c'est des secteurs. Et t'as les mofs et t'as les grands mofs. Ouais. Et du coup je trouve que le 4 c'est un peu surestimé, mais en même temps à l'époque je pense vraiment que ça a eu un impact de ouf. Bah si tu veux, je pense ça reste du grand public, c'est ça que je veux dire. Je ressors le mot que t'as dit, c'est le terme épique en fait. Voilà. Parce que tout à fait, c'est une histoire qui est totalement convenue dans la conception scénaristique, mais je pense que à un moment donné à cette époque là 77, il y avait peut-être pas forcément après j'ai pas une énorme culture au niveau de cette époque non plus, il y avait des films d'une envergure qui étaient largement supérieure, enfin je veux dire, mais c'est pas le problème d'envergure, c'est juste que les films de SF de l'époque, leur envergure, ils arrivaient pas à l'atteindre en fait. C'est peut-être ce mélange qu'il y a eu, une belle épopée en fait. Si tu regardes les trucs qu'il y a eu comme, alors c'est pas forcément la même époque, mais Flash Gordon et comment ça s'appelle, Solyan Green, etc. Ils étaient dans un cadre différent. Voilà, Solyan Green par exemple, donc c'est Soleil Vert en français aussi. Oui. Soleil Vert, excellent, n'a pas cette dimension-là. Même La Planète des Singes, qui est certainement un des meilleurs films de SF, n'a pas cette dimension hallucinante. C'est peut-être ce côté magique aussi, ce côté en fait qui... Enfin, quand je dis film enfant, ce n'est pas péjoratif, j'adore ce film. Oui, non, mais c'est un film ce côté public vraiment, qui nous met dans un univers et qui nous emmène vraiment. C'est vraiment le mot épique. Et surtout, ils ont esthétiquement ajouté des choses qui sont vraiment cool. C'est-à-dire que le design des vaisseaux, et quasiment tous les vaisseaux, sont trop cool. Unique, travaillé, vraiment une identité. Par contre, on peut critiquer les races, par exemple, et je suis d'accord avec toi, c'est vrai que par exemple, le diable, ça c'est un peu. J'avais envie de dire c'est de la merde, mais non, je dirais pas c'est de la merde. Non, c'est pas de la merde, c'est juste. C'est toi qui vas dire que c'est de la merde. Non, c'est pas de la merde, c'est facile. Voilà, c'est facile et tu prends n'importe quel costume, machin, tu fais un truc et ça y est, c'est un extraterrestre. Je regarde l'Otari en fait qui est au-dessus de la. Allez hop, un extraterrestre, c'est parti. Ouais, c'est ça quoi. Je trouve c'est cheap. Et c'est dommage parce que le reste du film n'est pas cheap. A contrario, l'architecture des vaisseaux est magnifique et est vraiment très travaillée et très les différent. Combats au sabre laser n'ont pas un aspect dantesque, mais au moins tu laisseras les combats de sabre laser pour la suite parce que ça va être ton quart d'heure des fous. Je pense qu'il y a une chance que cet épisode soit en 2 parties. Je vous préviens. Du coup, on va ensuite s'attaquer à la suite, donc 5 et 6. Donc déjà dans le 5, on dégage George Lucas. Alors voilà, il fallait préciser parce que j'allais anticiper ce que tu allais dire. Qui est le réalisateur du 4 ? Alors le 4, c'est George Lucas. Voilà, qui est le réalisateur du 5 du coup ? C'est Keshner. Erwin Keshner, voilà. Donc il y a une personne totalement différente. Ce qui est le professeur en fait de George Lucas. Qui a été le professeur de George Lucas et qui est un réalisateur qui sait réaliser, qui a de l'expérience George Lucas et qui a une patte et voilà différente de George Lucas. Et déjà le film prend une grande maturité. Alors il faut savoir que Star Wars est aussi énormément corrigé par la femme de George Lucas et c'est elle qui a réellement créé toutes les choses qu'on aime bien.
faut le savoir, c'est sa femme. C'est pour ça qu'il a mis 1000 ans avant de faire l'épisode 1. Parce que sa femme l'a quitté dans un divorce. Est-ce que tu as vu son film de science-fiction THX 1138 Avant. Alors je l'ai vu, mais je t'avoue que je l'ai vu il y a méga longtemps. Je m'en rappelle plus trop. Parce que donc George Lucas, ça fait. Il y a du blanc. Ce film-là. Alors THX 1138 est un. Aussi, c'est ça, non THX 1138, Howard the Duck aussi. THX 1138 est un bon film de SF. Pas le meilleur, mais c'est un bon film de SF. Et donc le 5, là on arrive, tous les personnages qui étaient bons sont améliorés. Que ce soit Han Solo, que ce soit Luke, qui n'était pas un personnage très intéressant, qui devient un personnage intéressant. Darth Vader prend une ampleur phénoménale, surtout en VF, Darth Vader. Ensuite, il y a quand même des nouveaux personnages comme Boba Fett, Yoda, etc. qui sont ajoutés. Alors Boba Fett, on ne voit pas vraiment énormément dans celui-ci. On voit aussi, on va voir. Il y a Lando Calrissian. Non, Jabba le Hutt, on le voit pas. Non, c'est à partir du 6 qu'on le voit. Ensuite, il y a... Enfin, je parle des versions, encore une fois, originales. Hein. Dans les nouvelles versions, tu le vois dès le 4. Jabba. Et il parle à Han Solo en disant Yabba Yabba, le Han Solo. Avec un magnifique fort accord mûr pour Chewbacca. Du coup, le 5 est vraiment cool. Parce que t'as une bonne structure, il y a de l'action, il y a des moments... Enfin, autant ça emprunte de la bonne manière. Yoda, c'est vraiment le maître de Kung Fu à la con. Mais... il est intéressant parce qu'il rajoute des trucs, etc. Il y a un côté sombre. On parle de la guerre, mais on parle pas de la guerre, machin. Ça, c'est vraiment mais ne serait-ce que l'environnement où il habite. Voilà. L'environnement de Dagobah est totalement opposé à ce que Maître Yoda est représenté. Dans le 1, niveau environnement, on a Tatooine. Ensuite... 4, tu veux dire ? Dans le 4, oui. Enfin, dans le 4, on a Tatooine, on a l'étoile de la mort, et on a aussi, je crois, la base des rebelles, mais on voit rien en fait. Oui, c'est une base. Ouais. Voilà. Et il y a de la forêt un peu, c'est tout. Mais on les voit pas. On voit un plan où il y a la forêt, où il y a le temple dedans. Voilà. Mais c'est tout. Et l'espace. Alors que dans celui-ci, il y a Hoth. Il y a la ville dans les nuages, comment ça s'appelle, Bespin. Ensuite il y a Dagobah, ensuite il y a l'intérieur des vaisseaux, mais il y en a plein. Il y a une météorite, il y a comment ça s'appelle. Donc ça c'est le secteur d'Anoa. Voilà, il y a plein de trucs et c'est vraiment riche. Vivant. C'est riche. Les environnements, on les a jamais vus. Une ville dans les nuages, on l'a jamais vu. Enfin si évidemment, mais pas comme ça. Elle est superbe. Il y a plein de trucs vraiment très cool. Les matte painting dans la version des Special Eyes sont vraiment superbes. Exactement la même chose. Je pensais justement quand tu parles de la cité des nuages, je pense à une aquarelle. Je sais pas si c'est une aquarelle ou si c'est une peinture. C'est une peinture, mais c'est du matte painting qu'ils ont fait qui est vraiment superbe. C'est vraiment joli. Ralph McQuarrie qui a fait donc de magnifiques illustrations. Map painting, c'est ça ? C'est matte painting. Matte painting, d'accord. Qui sont vraiment magnifiques. D'ailleurs, j'étais à l'exposition Star Wars Identity qui était à Paris, qui est descendue à Lyon, où on voit vraiment des originaux, pardon. Putain, difficulté ce jour. Des originaux justement de Ralph McQuarrie et d'autres illustrateurs, et c'est vraiment un travail remarquable au niveau des designs. Je sais pas, des paysages, des villes, des planètes. Et c'est vraiment, des bons matte painting pour l'époque. C'est vraiment bon. Et du coup, le 5 est vraiment bon. C'est un bon film de SF pour le coup, parce qu'il ajoute quelque chose, il y a un univers, et là il n'y a pas 10 000 races de partout pour rien. Il y a des droïdes variés, il y a des machins et tout, c'est cool. Ensuite, on passe au 6, qui est encore un autre réalisateur, je ne sais plus son nom, j'ai oublié, qui lui... T'es sûr que c'est pas... Non, je sais que c'est pas Kirchner, c'est pas Lucas. Du coup, ce mec-là, qui est mort d'ailleurs peu de temps après, je crois. Ou bien c'est Kirchner qui est mort peu de temps après. Il tire une balle quand il a vu la version remasterisée avec Hayden Christensen. Et donc, dans celui-là, c'est pour moi celui qui est... où il y a des trucs dommages, mais en même temps il y a vachement de trucs bien. C'est-à-dire qu'il y a des scènes, pour moi, c'est peut-être celui qui contient le plus de scènes vraiment très cool. Mais c'est celui où t'as des moments où tu fais pourquoi avoir fait ce choix-là. Par exemple, pourquoi avoir fait les Ewoks. Pourquoi avoir fait le maître du Rancor qui pleure. Pourquoi avoir fait... Il y a des scènes comme ça qui ne servent un peu à rien. D'ailleurs, pourquoi avoir sauvé Han Solo ? Quel fils de... Après, ce qui est drôle, c'est que Leia, dans le 4... D'ailleurs, ne porte pas de sous-vêtements parce que George Lucas a réussi à la convaincre que dans l'espace, elle ne portait pas de sous-vêtements. C'est pour ça qu'elle n'a pas de soutien-gorge. Quel petit salaud. Ouais. Bien joué, George. Meilleur choix. Et d'ailleurs, c'est le choix de l'actrice d'être en bikini dans
le 6. Parce qu'elle trouvait qu'on ne voyait pas assez son corps et qu'elle n'était pas assez sexy. Du coup, là, mon Dieu, que ça a changé. Bon, elle est pas plus sexy que ça parce que je la trouve pas très sexy perso, mais elle est en bikini, quoi. Mais ce qui est drôle, en fait, c'est que son costume avait été fait longtemps avant le tournage, et sa morphologie pendant le tournage a changé. Et en fait, ils ont pas pu refaire exactement ce qu'ils voulaient à la base, et du coup. Elle se retrouvait un petit peu soit flottante ou au contraire vachement serrée, et du coup tout ça pour dire qu'il y a une petite anecdote au sujet du port de son bikini. Et donc dans celui-là, voilà, il y a des trucs trop bien comme Salacious Crumb, qui était sérieusement et c'est certainement le meilleur truc de Star Wars, je pense, ce personnage. Mais du coup, non, il est vraiment trop bien. Oui, mais voilà, il y a les Twi'lek qu'on ne voyait pas avant, je crois. Il n'y a pas de Twi'lek avant. Enfin, c'est pas un Twi'lek, je dis de la merde. Enfin, il y a des Twi'lek, mais c'est pas des Twi'lek. C'est celui qui a un espèce de beau. Si, c'est un Twi'lek. C'est un Twi'lek ? Ouais, tout à fait. C'est pas une race. Bib Fortuna est un Twi'lek, ouais. C'est un Twi'lek mâle, du coup. Je sais pas. Il a des lumières, il a des couleurs de yeux bizarres. Il a un seul truc. Celui qui est dans l'antre de Jabba. Oui, le maître. Enfin, son bras droit. Ouais, c'est un Twi'lek, je crois. Je l'avais checké. Je crois que c'est un Twi'lek. D'accord. Attends, je vérifie. Ouais, mais j'ai pas le temps. Bref. Et du coup, à ce moment-là, il y a quelqu'un qui rentre chez moi et qui nous braque un fusil, mon Dieu. Encore. Et du coup, celui-là est, il y a beaucoup d'éléments. Des hauts et des bas, tu veux dire. Mais il y a beaucoup de trucs vraiment cool. Pareil, niveau lieu de tournage, c'est beaucoup de forêt. Si on veut retracer, moi c'est celui que je l'aime bien. Mais si on veut parler niveau paysage, tout ça, c'est vrai qu'il est plus chiant parce qu'en fait, le début c'est Tatooine, après il le libère, il revient voir Yoda. Après il y a après ils vont faire le pit, là, il y a le trou dans le sol, l'espèce de créature dans le sol qui est sympa. Le sarlac. Ouais. Et ils vont après ils retournent voir Yoda, Han Solo et Leia ils font leur truc, après ils se réunissent pour faire exploser l'étoile de la mort, il y a Andorre et c'est fini. Donc, au niveau diversité par rapport au 5, c'est vrai qu'il y en a beaucoup moins. Ouais. Et après t'as des scènes vraiment cool, enfin il y a quand même tous les combats de sabre laser sont vraiment trop bien dans celui-là, et il y a l'empereur qui est drôle quand même. L'empereur est toujours drôle, c'est le personnage le plus constant de la saga. Ah, R2 aussi. Quel fils de pute. R2 c'est le fils de pute de la saga, mais c'est plus... Parce que, voilà, c'est qu'on voit très très bien à la fin du 3, ce qui est drôle, c'est qu'en fait, donc à la fin ils rejoignent la navette de Antilles, c'est ça, et du coup, C3PO se fait effacer sa mémoire, mais pas R2. Et du coup, on voit souvent R2 discuter avec tout le monde, donc ok, peut-être qu'on comprend pas le langage des droïdes, mais à un moment donné, il est dans le X-Wing à plusieurs reprises pour partir ou revenir de Dagobah, et il lui parle à Luke, il pourrait très bien lui dire qu'Anakin Skywalker est devenu Dark Vador, que c'est son père et qu'il fout la merde et qui peut-être pour lui éviter quelques petits soucis, mais il le fait pas parce qu'il bascule du côté obscur. C'est un putain de Sith, R2D2. Ouais, c'est clairement le pire mec de toute la saga. Et du coup, voilà. Et du coup, par la suite, forcément, il y a eu le terrible épisode 1. Non. La terrible menace qui a laissé présager un épisode 2. Oui, aussi. Parce que pour moi, le 2 est le plus mauvais. Ouais, mais le 1 est carrément à chier aussi, quoi. Ouais, attends. Non, le 1, tu peux en rire. Le 2, tu peux pas. Non, le 2, tu fais... non, fusil. Voilà. Alors que le 1, tu peux en rire. Mais c'est peut-être le plus mauvais. Souviens-toi de cette magnifique escapade avec les tics. Les gros sticks, les biches. Mais arrête, Anakin. Ce dont t'es en train de parler, c'est une dictature. Ouais, et alors, ça serait bien, non? je n'aime pas le sable. Ça rentre partout. C'est grossier. C'est nul. Bref. Du coup, l'épisode 1. Alors, faut savoir qu'entre-temps, la femme de George Lucas, qui a fait à peu près tous les trucs que vous aimez bien. D'ailleurs, oui, à la base, la vraie fin de l'épisode 6 devait être que Luke Skywalker remettait le masque de Dark Vador et devenait Dark Vador et pour faire l'Empire, diriger l'Empire lui-même. Et ça aurait été trop cool. Mais donc ils ont décidé que c'était trop dark, ils n'ont pas fait ça. Mais du coup, tous les choix cool de Star Wars sont à peu près dus à la femme de George Lucas, sauf qu'il divorce. Et elle lui laisse les droits, etc. Mais il met très très longtemps avant de s'en remettre et de pouvoir faire quelque chose. Alors il n'a rien réalisé entre l'épisode 3 et l'épisode... il a rien touché entre l'épisode 6 et l'épisode 1. Réalisé, tu veux dire? Ouais.
Quoique Indiana Jones... Non, c'est sorti avant. Donc, non, après, tu rigoles ou quoi? Avant l'épisode 3. Oui, bien sûr. Et du coup, je crois. Hein. Et du coup, voilà. Donc, il a rien fait, quoi. Et rien réalisé, rien touché. Et du coup, il sort cet épisode 1. 2000, c'est ça 2000 ou 2001, je sais pas. Non, pas en même temps que le Seigneur des Anneaux. 2001, Seigneur des Anneaux et la Communauté de l'Anneau, 2001. Donc, Star Wars, 99. 99 peut-être, c'est possible. Bref, toujours est-il qu'il sort et que c'est quand même une grosse merde. Déjà, le scénario ne se tient pas. C'est-à-dire que on peut pas faire un embargo sur une planète. Alors, sans parler du scénario, qu'est-ce qui change? Parce que je sais que t'as envie de cracher dessus du plus profond de ton cœur. Ouais, qu'est-ce qui change au niveau de la technique et à la manière de filmer et par rapport au positionnement du jeu d'acteur? Oui, mais déjà 90% du film est filmé sur fond vert, ce qui est une aberration totale et quand c'est pas maîtrisé. Pour un jeu d'acteur. Et en fait, c'est pourquoi qu'ils ont fait ça, c'est parce que George Lucas aime bien être assis sur une chaise et dans un studio chauffé. Et du coup, le truc, c'est que les jeux d'acteurs, me l'a dit. Il faut être déjà un bon acteur pour pouvoir jouer sur fond vert, c'est pas facile. Il suffit de regarder Sin City. Dans Sin City, il y a plein de scènes où ils en ont chié pour tourner des trucs. Et encore, les acteurs étaient habitués. Là, ils sont pas du tout habitués. Ils doivent tourner des scènes où ils savent pas à qui ils parlent, c'est pas encore décidé, etc. Bonne vieille balle de ping-pong. Et du coup, on se retrouve avec des scènes qui n'ont aucun sens, et ensuite on a des acteurs qui sont tous perdus. Alors, soit dit en passant, tous les acteurs qui sont passés par ce film ont arrêté, enfin il y en a énormément qui ont arrêté leur carrière après. Donc, et ceux qui n'ont pas arrêté auraient peut-être dû faire une pause. Le seul qui s'en sort... certains ont eu une pause forcée. Par exemple, Nathalie Portman a dit qu'elle a regretté d'avoir fait... Regretté, je sais pas, parce que j'ai dit une connerie. En tout cas, ce tournage l'a touché parce qu'en ayant vu justement sa performance dans la menace fantôme, beaucoup de réalisateurs n'ont pas voulu lui proposer des rôles parce que justement cette performance, du coup, l'a décrédibilisée en tant qu'actrice. Elle a eu beaucoup de mal à retrouver après son niveau qu'elle a récupéré d'ailleurs depuis. Tu voulais peut-être parler de Liam Neeson ? Non mais voilà, ils sont tous mauvais quoi. Mais je veux dire, on parle d'acteurs comme... Liam Neeson n'a jamais été un excellent acteur. C'est un acteur qui est sympa, c'est le genre d'acteur qui est cool. Mais voilà, on le voit dans une scène d'action, on le voit dans des scènes comme... Il passe partout. Il passe partout, il est bon, il est pas excellent, c'est tout. Mais c'est le genre d'acteur, voilà, moi j'aime bien le voir dans un film. Après, on sait qu'il va pas nous sortir un truc qui va nous choquer. Ça va toujours être plus ou moins le même mec, plus ou moins le même truc, etc. Mais donc, c'est pas grave. Son plus grand rôle, ça a été donc Oscar Schindler dans la liste de Schindler. Certainement, c'est certainement son plus grand rôle. Et donc, ce mec-là, il est bon, il est pas mauvais. Mais le truc, c'est que dans ce film-là, il s'en sort parce qu'il arrive à... Il sous-joue. Ouais, il fait le neutre. Il sous-joue, et c'est pas grave, ça correspond plus ou moins avec son personnage. Il joue la sécu passif. Voilà. Il fait le passif. Sauf que tous les autres, ils ne jouent pas. On dirait qu'on prend des scènes de répétition, quoi. Je veux dire, Nathalie Portman est à chier. Et... comment putain il s'appelle Merde. Obi-Wan Kenobi... Ewan McGregor, il est à chier aussi, quoi. Ils font des expressions qui n'ont aucun sens. Ils disent des phrases comme des questions. On se croirait dans putain de Phénomène avec Mark Wahlberg qui fait « What? No !» Regardez, marquez What No, vous verrez cette réaction avec Mark Wahlberg, où en fait, il y a une femme qui lui dit « Ah, vous voulez me tuer dans mon sommeil ?» Et lui, il fait « Quoi? Non !» Et c'est genre la réponse du mec qui veut le faire. Enfin, je veux dire, ça n'a pas de sens de répondre comme ça, etc. Et du coup... L'épisode 1 est une purge. Les effets spéciaux sont tous pas terribles, parce que ça vieillit super vite. On a le droit à énormément de scènes drôles qui ne le sont pas, notamment à cause de ce fils de pute de Jar Jar Binks. Mais attention, c'est pas le seul, parce que l'autre mec qui vole, l'espèce de mouche qui pète, le cliché du truc, soit dit en passant, j'adore, parce qu'il y a plein de gens qui se prennent des trucs dans la gueule parce que c'est un cliché raciste. Ce mec-là est un putain de gros cliché raciste. Je veux dire, le nez, la manière de parler, l'accent, c'est vraiment le cliché, soit du marchand arabe, etc., arnaqueur, soit du juif. Donc je sais pas c'est quoi le mieux. Donc voilà, c'est un putain de gros cliché, et en plus, il est con quand même. Ouais, tout. Voilà. C'est une merde. Alors, il y a la course de potes qui est sympa, je suis d'accord.
mais encore une fois, quoi, c'est une scène dans un putain de film. Les combats au sabre laser n'ont aucun sens. Alors j'explique. Tu veux pas laisser ça pour la fin parce qu'il y en a beaucoup. Ouais, mais non, mais là on va en parler quand même parce que c'est dans l'épisode 1 que c'est très 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 visible. On a besoin aussi. Ouais. En gros, dans l'épisode 1, quand il porte des coups au sabre laser, le coup ne touchera pas de toute manière. C'est-à-dire que quand vous tapez, votre ennemi est dans une position A, vous êtes dans une position B. Quand vous tapez, vous devez partir de votre position B, toucher la position A. Votre ennemi va certainement bouger dans ce quart de temps, mais vous cherchez à toucher de sa première position. Dans ces combats-là, ils n'essayent même pas d'atteindre leur ennemi dès le début de leur coup. Donc l'ennemi fait une esquive, mais il a même pas besoin de la faire. Il serait pas fait toucher de toute manière. Et c'est comme ça dans tous les combats. Il n'y a pas de prise de risque. Ils ne peuvent pas toucher l'ennemi de toute manière. Ils font que des pirouettes et ils présentent leur dos. On ne peut pas présenter son dos dans un combat comme ça. Alors je veux bien qu'on le fasse une fois ou deux pour la classe, parce que oui c'est normal. Ils ne font que ça. Ils ne font que tourner comme des putains de toupies. Donc si vous voulez retrouver en fait ce que dit Maxime, c'est ça qui m'a expliqué. Je l'ai traité de sale menteur et de fils de pute. Parce que j'aime pas les menteurs et les fils de pute. Du coup, il m'a montré une vidéo sur YouTube qui explique vraiment en fait au niveau des portées qu'en effet, il y a vraiment une incohérence au niveau de la volonté des personnages de toucher leur adversaire. Ils ne veulent pas. Et à chaque fois, qui est le personnage qui a du coup le style de sabre laser le plus approprié à la situation? C'est Palpatine. C'est l'empereur. Ouais, Palpatine qui maîtrise une forme de sabre laser qui est en gros de what the fuck. On parlera de Palpatine pour l'épisode 2 lui, et 3. Il y a un Globi FM qui mérite. Ah bah non, mais c'est pour ça. Là, attends, ça fait combien de temps qu'on part? Ouais. Ça fait 27 minutes, on va finir sur l'épisode 1 et dans le prochain on parlera de tout le reste, hein, donc 4-5 et tout le fluff qu'il y a autour. Et donc l'épisode 1, le truc c'est que le scénario essaye d'être complexe alors qu'il ne l'est pas. Déjà... T'as pas le droit de parler des midi-chloriens, t'en as déjà largement parlé. Je vais en reparler un petit peu quand même. Il y a le fait que... Non, mais si. Par exemple, le midi-chlorien, c'est un problème parce qu'on explique quelque chose qui n'a pas besoin d'être expliqué. Alors attention, ça c'est ton point de vue. Oui, mais... Beaucoup de personnes ont apprécié d'avoir justement une explication sur le fait que la force, ce sont les midi-chloriens. C'est de la merde. C'est des petites merdes qui sont... C'est des bactéries, c'est des... Comment ça s'appelle? Des organismes vivants. Non, des acariens en fait. Midi-chloriens, acariens, même combat. Et c'est juste des acariens avec des sabres laser. Donc voilà, ça je trouve ça inutile et je trouve que ça gâche réellement une partie de Star Wars. On passe de quelque chose presque pas philosophique, mais voilà, une vision des choses. Côté mysticisme. Voilà. Et pendant un premier. Et ensuite, on arrive à un truc à la Dragon Ball Z où voilà, t'as ton indice de pouvoir et tu peux pas le dépasser, ou tu peux utiliser les machins. Enfin, c'est chiant. Et surtout, je reviendrai pas sur toutes les incohérences que ça amène, etc. Ensuite, on a donc toute l'intrigue politique qui n'a aucun sens. Déjà je veux dire, Naboo peut fonctionner sans problème toute seule. Du coup, je veux dire, c'est comme la Terre. On parle de quoi au niveau de l'agriculture? Le fait de bloquer la planète, ça ne fait rien en fait. C'est juste, ah là là, on peut pas faire de commerce, donc on va peut-être être moins puissant, mais on est une planète entière. Donc c'est pas une région, ça ne peut pas marcher. En fait, les planètes ne peuvent Naboo, pas. En fait, c'est juste une planète ne peut pas fonctionner comme une région. Et le fait de dire ça est négliger déjà le fait que, par exemple, aux États-Unis, un État des États-Unis et s'autogère et en fait n'a pas besoin des États-Unis. Et genre par exemple si on prend la Californie peut être indépendante et elle sera plus forte que le reste des États-Unis parce que la Californie sert toute seule son propos et auto-fonctionnel. Le truc c'est que dès qu'il y a un certain... Et en plus c'est zéro. Dès qu'il y a un truc que ça grandit, etc., machin, dès que c'est suffisamment grand, ça peut être autofonctionnel. Dès que t'as de quoi manger, t'as de quoi vivre un minimum, machin, etc., et d'avoir des minerais et tout et de l'énergie, t'es autofonctionnel. Donc tu n'as pas besoin des autres. Et c'est le cas déjà dans des grands états. Donc quand c'est dans un pays... accepter le blocus. Ah oui, c'est vrai qu'en plus c'est un accent aussi raciste. Mais du coup, tout est raciste hein, dans cet épisode-là. Tout est globalement raciste, que ce soit les Gungans, que ce soit les marchands. Ils ont pas fait exprès. Ils ont pas fait exprès, mais oui. Et du coup, on a ça. Ensuite, on a le fait que le scénario s'auto-complexifie. En gros, plutôt que de dire on ne peut pas acheter machin, ils vont complexifier ça en disant mais le problème c'est que machin. Ils rajoutent de la complexification inutile. Ce qui fait qu'en fait, le film paraît obscur pour certaines scènes. Alors qu'il ne l'est pas du tout. Cette scène est obvious, elle est nulle, et ils te mettent des trucs complexes pour te donner l'illusion que c'est complexe, mais ça ne le rend pas. Par exemple, tout le truc commercial, tous les rapports politiques sont
à chier. Et simplifier, tu peux comprendre le truc si tu le simplifies. Mais en gros, il te donne des termes, des machins, des cheminements, etc. Où tu te dis, ah, mais d'accord, mais il a fait ça. Tu veux dire motion de censure à l'encontre du chancelier Valorum, tu veux dire. C'est des trucs comme ça, et c'est juste chiant. C'est mettre des mots compliqués pour rien, ça sert à rien. Et ensuite, on a le droit à... Tu veux parler de l'acteur qui joue Anakin Skywalker ? Non, justement, je veux parler de la progression scénaristique qui n'a aucun sens. C'est-à-dire que il se retrouve sous la planète. Enfin, en fait, le cheminement des Jedi n'a pas vraiment lieu d'être, et ils font des choix qui sont chelous, et ils arrêtent pas de dire qu'ils interviennent pas, ils interviennent tout le temps. Et ils mènent une guerre. Et ils mènent une guerre directement. Enfin, je veux dire, enfin voilà. Et il y a plein de trucs comme ça où ça va pas. On a ensuite pareil Yoda, Mace Windu, etc. qui disent des trucs genre non mais on va pas le prendre, puis en fait si, puis non, puis si, puis je sais pas, tout paraît en fait, ils se justifient de toutes les incohérences en fait. Dès qu'il y a une incohérence, il la justifie. Sauf que ça les montre, en fait, pour moi. C'est juste ça. Donc tu peux peut-être dire, oui, mais non, mais c'est bien, parce que les midi-chloriens, ça permet de dire que, voilà, c'est pour ça qu'il est accepté. Oui, mais non, enfin, je veux dire, en vrai, ça serait plus logique si justement il y a les midi-chloriens, ça veut dire que tu peux savoir qu'il va être orienté du mauvais côté de la force, tu peux savoir des machins, Donc du coup, ça nique ce truc-là, en fait. Techniquement, si Yoda était logique, il ferait non, en fait, on le prend pas. Alors oui, il y a peut-être une prophétie à la con, mais le risque est... On te tue tout de suite. Voilà, et puis enfin voilà, après il y a aussi le fait que dans celui-là pas trop, mais Palpatine. La grosse incohérence, c'est en fait le fait que Yoda dit clairement que son avenir est chargé d'obscurité, et qu'il ressent énormément de colère, sauf qu'il sait très bien où ça va mener. Il sait très bien que voilà, sauf que Qui-Gon Jinn il a dit que c'est l'élu, Obi-Wan il s'obstine, mais faut les rayer du conseil des Jedi, c'est tout. Sauf qu'en fait c'est pas les plus cons, c'est Maître Yoda du coup d'accepter d'être faible. Ensuite il y a le fait que Obi-Wan Kenobi et Qui-Gon Jinn devraient être un seul et même personnage. Ça serait vachement mieux écrit, parce que là on a un personnage qui n'a aucune substance, donc Obi-Wan Kenobi, qui ne sert à rien dans le film, et on a Qui-Gon Jinn qui est hyper orienté tout le temps. Et il fait tout le temps les mêmes choix, etc. Et donc du coup on a deux personnages qui n'ont qu'une seule face, qui agissent toujours. Malheureusement c'est parce que justement là l'apprenti de l'autre, et du coup il suit. Mais c'est pas intéressant. Il ferait ça un seul personnage direct. Il commence direct à être en mode apprenti Jedi, ou pas apprenti Jedi, mais il est pas maître, tu vois, mais il est Jedi simplement. Ça serait déjà pas mal. Ça serait vachement mieux. Ensuite sa mort sert à rien. Darth Maul, il est cool, les figurines sont chouettes visuellement, mais il est vraiment fait pour vendre des figurines, quoi. Mais dis-moi, ce double sabre laser, moi je trouve que c'est une très bonne idée. C'est l'idée la plus stupide du monde. Le fait de se battre avec deux trucs, en fait, tous les gens qui se battaient avec, enfin toutes les armes où il y a meilleure arme est la hallebarde, une lance, ou une longue portée en tout cas. Plus ça va être long, mieux c'est. Quand il y a deux bouts, c'est méga dangereux, parce que ça veut dire que vous allez vous toucher vous-même. En fait, il vaut mieux avoir deux épées, l'une dans chaque main, et encore c'est pas terrible, il vaut mieux avoir une épée courte, donc genre une dague, et une épée normale de duel. C'est comme ça qu'on fait un duel. Mais là, lui il se tape un double sabre, ce qui fait qu'en fait court d'un côté, court de l'autre. En fait il perd la portée de chacun, donc en fait il ne peut pas par exemple tendre son sabre devant lui, parce que s'il le tend devant lui, il se coupe l'abdomen. Si il fait un retour mal calculé, il se coupe la tête ou les jambes ou le bras. Donc en fait, il ne peut que faire tourner son sabre, ce qui n'est pas agressif, Maxime, c'est défensif. C'est joli. Oui, mais c'est défensif. C'est défensif. Du coup, alors qu'il est. Oui, mais c'est un Jedi. Il y a des Jedi. C'est un site. Il y a des sites défensifs. Je connais les sites. Il y a des sites défensifs. Est-ce qu'il y a des sites défensifs ? Je crois franchement que c'est pas leur fort. Non, par contre, t'as des Jedi agressifs. Oui. Et Windu, par exemple, maîtrise une mais en vrai, normalement, l'équilibre veut que ça soit. Les Sith sont agressifs, les Jedi sont défensifs. Mais le truc, c'est que là, il est défensif. Il est obligatoirement défensif, c'est un truc qui tourne. C'est exactement comme Grievous dans l'épisode 3, et il fait tourner ses sabres, et ça permet de ne pas le toucher. C'est ça. Sauf que là, il fait un style entre les deux. Grievous, il est badass en fait. Oui, Grievous, mais on en reparlera plus tard, c'est l'épisode 3. Donc dans celui-là, voilà, on a ça. On a aussi le fait que visuellement, il y a plein de trucs cheap. On sent les trucs qui ont été rajoutés couche par couche pour pas qu'on voit que c'est un peu de la merde. Si on fait attention aux détails, genre les ombres des pieds, là où il marche, etc., on voit que c'est du fond vert. Mais bon, ça, j'ai envie de dire, c'est le problème de tourner en fond vert. Et Anakin Skywalker. Et il y a Anakin qui est une blague.
Dans celui-là, c'est une blague, son but c'est Jar Jar Binks en fait, c'est un second Jar Jar Binks, c'est-à-dire que lui c'est celui qui fait oh là il y a un problème, oh bon. Enfin, c'est lui qui lâche sa petite phrase à la con, sa petite réplique à la con où tout le monde fait. Tu m'as dit de rester dans ce cockpit, c'est exactement ce que je fais. Ouais, voilà, et j'ai fait péter une station spatiale. Voilà, oui, d'ailleurs, vous remarquez que dès qu'il y a un film qui est réalisé par George Lucas, ils vont péter une station spatiale. Ouais, mais dans le 6, il est pas réalisé. Si, il a fait péter une station spatiale. Ensuite, pareil, les combats spatiaux sont vomitifs, c'est tout, ça bouge dans tous les sens, mais ça ne fait pas une bonne scène d'action en fait. Et les combats sont difficilement suivables, c'est-à-dire on comprend pas trop ce qui se passe, on sait que ça pète d'un côté, on sait que ça pète de l'autre, mais c'est moche, on comprend pas la globalité du truc. Après, ce qu'on peut reconnaître à cet épisode-là, c'est que on comprend comment qu'il y a une république, on comprend qu'il y a le conseil des Jedi. On voit Palpatine avant qu'il soit avant qu'il devienne Dark Obvious. Je sais que c'est Dark Sidious et donc après on voit ça et ça c'est pas mauvais. C'est bien l'ouverture de trucs comme ça, aller sur une nouvelle planète, c'est cool. Naboo, c'est pas moche. C'est pas très beau, mais c'est pas moche. Le fait d'avoir l'idée des deux civilisations, une en haut, une en bas, c'est cool. Avec les Gungans, etc., c'est vraiment cool. Droïdes de combat. Les droïdes de combat, c'est une super idée. Parce que, ils sont pas mauvais. Ils sont un peu cons, etc., machin, mais par exemple, les destroyers, ils sont cool. Et puis les petits drones, ça peut être sympa, tu vois. J'ai pas quelque chose contre ça. Mais les Gungans foutent vraiment la merde. Ouais, les Gungans sont un peu à chier quand même. Mais c'est pas grave, ils ont au moins un style qu'on n'a pas vu, etc. Ça, c'est original. Donc, c'est pour moi comment ça s'appelle ? C'est pas rempli de mauvaises idées. Mais c'est très très mal réalisé. Les acteurs sont tous à chier. Et le scénario part dans des sens pas possibles. Bon. Il se passe rien. R2 est bon. R2 est bon. Il se passe rien aussi. Alors, regardez le film, vous verrez, sincèrement, regardez ce qui se passe dans certaines scènes, ça passe 1 heure, il s'est rien passé quoi. Tu veux dire alors les scènes à Tatooine ? Qu'est-ce qui est. Oui, tout à Tatooine, c'est rien. Est-ce que tu es un ange ? Oh putain, les dialogues sont nuls. Alors je précise, j'ai vu en VO et en VF, et c'est pas mieux dans l'un ou l'autre, c'est pour une fois. Et quand c'est nul dans les deux. Après, je crois que la VF est pire en plus, mais bon, ça, c'est comme ça. C'est un autre débat que vous pouvez écouter il y a 3 semaines. 2 ou 3 semaines. 2 semaines, c'était autre chose, c'était Oxide. Du coup, voilà. Donc, on va arrêter cette première partie ici. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre partie où on parlera donc d'épisodes 2 et 3, des produits dérivés, et des produits dérivés, des jeux, etc. Machin. Et c'est là où ça devient intéressant. Même l'épisode 3, il y a des bonnes choses à dire dessus. Et il y a plein de bonnes choses à dire aussi sur l'univers étendu. Oui, voilà. On en reparle la semaine prochaine. Bisous et à la semaine prochaine. Bonne soirée.